Bonjour à tous les auditeurs et une pensée particulière bien sûr à l'ensemble des équipes éducatives qui, dans les écoles, les collèges et les lycées se consacrent, et on connaît la difficulté au jour d'aujourd'hui de s'y consacrer, à la jeunesse de Mayotte et bien évidemment pour moi à sa réussite et donc à son avenir. Alors, hier, avant de parler, clairement des difficultés de nos élèves, l'épreuve d'économie droit, a été interrompue hier à cause d'une fuite sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui tout va se dérouler normalement? En tout cas, on l'espère. Eh bien, effectivement, je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne peux pas vous dire comment va se passer cet après-midi. Bien évidemment, la jeunesse de ce territoire a droit à des conditions décentes et normales de passage des examens. Ça se passe en métropole, ça se passe en outre-mer, on n'est pas à l'abri des aléas. Les réseaux sociaux ont bien sûr des intérêts, ils ont aussi des limites et on en a mesuré hier une limite assez évidente, oui. L'autre actualité également, c'est la fermeture du lycée de Dzumounié. Le personnel exerce son droit de retrait, sans surprise, c'est à cause de l'insécurité. Thierry Denoyel, quel impact sur la scolarité des élèves à Mayotte? L'insécurité. Ah, l'insécurité, c'est effectivement une limite majeure à la scolarité des élèves, qu'elle soit dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées. Comment peut-on penser que des enseignants puissent se consacrer à cette jeunesse, puissent préparer cette jeunesse à son avenir, alors même qu'ils risquent d'être caillassés sur la route, de ne pas arriver d'une façon correcte, satisfaisante en termes de transport à l'heure dans les écoles, les collèges et les lycées. Les parents nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants. Comment assurer leur sécurité au jour d'aujourd'hui? Malheureusement, c'est pas uniquement dans le camp de l'éducation nationale que les réponses se préparent et elles s'élaborent évidemment en lien étroit avec l'ensemble des services de l'État, avec le préfet, avec la police nationale, avec la gendarmerie et bien sûr avec l'ensemble des élus. Mais il est évident que c'est totalement inacceptable. L'intégrité physique de nos publics, de nos personnels, c'est notre première préoccupation. Une autre, c'est l'intégrité sanitaire. Comment peut-on débuter une école, un collège ou un lycée le matin en se disant ben, à midi, il n'y a plus d'eau, donc on va devoir relâcher nos élèves. Et enfin, l'insécurité administrative pour un certain nombre de nos élèves qui n'ont pas de papier et qui peuvent effectivement à tout moment voir interrompre leur scolarité. Donc ces trois conditions sont trois conditions externes à l'éducation nationale, mais qui impactent directement les parcours scolaires de nos jeunes. La majorité des Mahorais scolarisent leurs enfants à l'école privée, les écoles publiques perçues comme un système d'échec parce que les classes débordent. Le poids de l'immigration clandestine est devenu quand même insupportable. Est-ce que vous comprenez ces parents qui préfèrent les écoles privées à l'école publique? Ah, moi, je comprends tous les parents. Chaque parent veut le meilleur pour son enfant. Je comprends les parents qui scolarisent à domicile. Je comprends les parents qui scolarisent dans le privé. Je comprends les parents qui scolarisent dans le public. Alors moi, ma mission, c'est d'aider effectivement à une plus grande réussite des élèves qui sont dans le public, sans pour autant méjuger ou déjuger des parents qui pensent que d'autres systèmes apportent de meilleurs résultats à leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui euh, on doit s'inquiéter de l'avenir des enfants de Mayotte au Bien vu de la sûr, situation? bien sûr qu'il faut s'inquiéter de l'avenir des jeunes Mahorais parce que un jeune qui n'a pas sa place à l'école ou qui ne réussit pas à l'école, c'est un jeune qui ne peut pas avoir de projet et qui ne peut pas avoir d'avenir. Que devient un jeune sur ce territoire s'il n'a ni projet ni avenir? La réponse, elle est connue de tous les Mahorais au jour d'aujourd'hui, et particulièrement à Dzumonnier, oui. Mais je posais la question par rapport au niveau des élèves qui arrivent au collège avec, des lacunes. 70 des élèves n'ont pas atteint le niveau requis en français à la dernière année du collège. Est-ce que, on va continuer à faire passer des élèves de classe en classe en sachant qu'ils n'ont pas le niveau et on a complètement arrêté le système de redoublement, mais on fait passer les élèves de classe en classe. Est-ce que c'est normal? Alors c'est normal, je ne le sais pas, en tout cas c'est réglementaire. Effectivement, à part des élèves qui seraient en situation de handicap, l'élève poursuit un parcours scolaire. Donc il ne faut pas découper un parcours scolaire en années, plus une année, mais un parcours en termes de cycle, donc un parcours pluriannuel. Mais Heu, i un élève n'a pas le niveau, arrive au collège, un élève qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, on le laisse poursuivre une scolarité normale alors il a autant de lacunes. alors non, un élève qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, au niveau du collège ne poursuivra pas une scolarité normale. C'est une Il sera réalité pris à en Mayotte, charge. monsieur de Noyelles, dans Mais les je collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires aussi.
C'est ce que nous Oui, disent en tout cas les syndicats. mais ils ont parfaitement raison, et tous les enseignants le disent, et je le dis également. Je dis simplement que ça n'est pas un parcours scolaire normal qui peut se dessiner devant lui. Un élève qui ne sait pas lire, écrire et compter quand il arrive en sixième de collège, on ne va pas l'abandonner, on ne va pas le laisser au fond de la classe, on va s'en occuper. Pour autant, peut-il prétendre passer le DNB dans les conditions ordinaires et avoir quelques gages de réussite? La réponse est non. Donc effectivement, le retard, qui est un retard massif à l'entrée en sixième de collège, ne va pas se rattraper. Mais ce n'est pas pour autant que le parcours va s'arrêter. Le jeune va Quelle continuer à alternative? apprendre et à travailler, mais à son propre niveau. Quelles autres alternatives alors pour ces élèves qui ont énormément de difficultés? Bah, l'alternative, elle est en amont, c'est-à-dire qu'effectivement, au sortir de l'école, nous ne devrions plus avoir de jeunes élèves qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Et donc pour ça, effectivement, nous avons des leviers. Moi, j'en vois trois. Le premier levier, c'est effectivement nos jeunes. Nos jeunes sont extrêmement dociles, nos jeunes peuvent apprendre. Et donc, il faut se servir de ce qu'ils savent faire. Donc, aller voir au niveau des évaluations de façon plus précise et différencier notre enseignement et le recentrer sur des savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux qui sont la lecture, évidemment, parler, lire, dire, écrire et compter, qui sont les savoirs fondamentaux. Ensuite, au niveau de nos écoles, nous avons un deuxième levier. Nous avons des écoles qui sont d'une taille très importante. Nous avons des compétences multiples dans nos équipes. Si on consacre effectivement une classe pendant une année à un seul enseignant, eh bien on se prive de ces compétences. Les enseignants du premier degré sont des enseignants polyvalents. Pour autant, peuvent-ils être bons ou être excellents dans chacun des domaines disciplinaires? La réponse est non. Et enfin, un troisième levier évident pour moi, c'est que ce département, qui est le 101e, et le unième, c'est-à-dire qu'effectivement, il a des caractéristiques. Et je pense qu'il faut s'appuyer davantage sur des enseignants recrutés localement, formés localement, mieux accompagnés, qui comprennent l'identité, la langue et la culture de nos jeunes et qui sauront mieux les former pour assurer la réussite de tous. En parlant des enseignants, il y a aussi cette réalité des enseignants qui sont formés sur le tas. Pourquoi continuer à recruter des personnels qui ne sont pas qualifiés? Alors, un jour, il faut commencer. Moi-même, avant de rentrer dans l'école, je n'étais pas forcément formé pour devenir instituteur. C'est pour moi, évidemment, au départ, des conditions de diplôme, de certification, de niveau. À minima, il faut quand même dépasser le niveau de ses élèves pour pouvoir enseigner. Ensuite, c'est quelle formation, quel accompagnement on met réellement en place. Or, sur ce territoire, 25% des jeunes enseignants dans le premier degré sont non titulaires, 45 à 50% dans le second degré. Au niveau des inspecteurs, au niveau des personnels de direction, c'est 20% des personnels qui ne sont pas titulaires. Donc oui, le département manque d'attractivité pour des personnels formés, mais on ne va pas s'asseoir autour de la table et pleurer tous ensemble en attendant qu'il soit plus attractif. Comment faire au jour d'aujourd'hui? Eh bien, il faut mieux former, mieux accompagner l'ensemble de nos équipes, des chefs L'argument, d'établissement aux inspecteurs, aux enseignants. l'argument de l'attractivité revient souvent, aussi bien dans l'éducation nationale que dans le milieu de la santé. Mais parfois, on a aussi comme une impression que c'est devenu une espèce de règle qui ouvre du coup la porte à toute médiocrité au final. Non, là, je ne peux pas vous laisser dire que nos enseignants sont médiocres. On recrute bien évidemment les meilleurs à travers nos commissions d'entretien et de recrutement. Pour autant, ont-ils le niveau requis initialement? La réponse est non. Sinon, effectivement, ils auraient eu le concours. Et encore une fois, on ne peut pas attendre que l'attractivité revienne sur ce département. Et il nous faut mieux former, mieux accompagner l'ensemble de nos équipes, c'est évident. Thierry Denoyel, ce n'est pas la première fois que vous êtes en poste à Mayotte. Vous étiez là également en 2006, de 2006 à 2010. Vous êtes parti pour revenir en 2022. Vous avez été en poste également à Wallis et Futuna, un autre territoire d'outre-mer. Les lacunes sont les mêmes qu'à Mayotte, ou est-ce que Mayotte est un département à part? Alors Mayotte est effectivement un département à part, et y compris à part dans l'outre-mer, qui constitue déjà des caractéristiques et des conditions qui sont très particulières. Mais encore une fois, peu importe ce qui se passe pour moi dans l'outre-mer, et même au niveau de la métropole, ce qui m'intéresse aujourd'hui et maintenant avec vous, c'est la jeunesse de ce territoire. Qu'elle réussisse un peu moins bien ou mieux qu'à Wallis n'est pas une question pour moi.
Je vais citer le recteur Jacques Mikulovic. Il dit qu'il faut trouver des solutions pour avoir de meilleurs résultats. L'école de la République, c'est faire réussir tous les élèves. J'aimerais que Mayotte devienne un modèle d'organisation pour la métropole. Tout cela reste des vœux, mais comment, quand, avec quels moyens? Alors évidemment avec les moyens dont nous disposons au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne va pas attendre qu'on construise davantage d'écoles, de collèges et de lycées en se disant aujourd'hui nous avons les moyens, on peut essayer de réinventer l'école. Il faut réinventer l'école dès aujourd'hui, dès la rentrée prochaine. On ne va pas la réinventer de derrière nos bureaux. On va la réinventer en accompagnant les équipes pour essayer de mieux organiser, mieux faire fonctionner nos établissements, que ce soit des écoles, des collèges et des lycées, afin de mettre à profit ce que les élèves savent faire pour les tirer vers davantage de réussite. Donc, quand vous dites réinventer l'école dès la rentrée prochaine, ça veut dire qu'on arrête les rotations, par exemple? C'est quelque chose de possible? Non, et vous le savez, puisque les rotations nous engagent encore une fois sur les moyens. Moi, quand je dis réinventer l'école, c'est repenser son organisation. Pourquoi y a-t-il des classes de CP, des classes de C1? Vous l'avez dit tout à l'heure, en sixième, on a des élèves qui ne savent pas lire. Est-ce que nos enseignants du second degré dans les collèges sont formés pour apprendre à lire? La réponse est spontanément non. Alors bien sûr qu'ils le font, ils le font avec leur bonne volonté. Nous les accompagnons également. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est évidente. Non, ça n'est pas suffisant. Et donc, nous pouvons nous permettre, étant donné la taille de nos établissements, étant donné la taille de nos écoles, nos collèges et nos lycées, de réinventer une école plus adaptée à la réalité de la population scolaire de Mayotte au jour d'aujourd'hui. Il y a aussi des élèves qui sont pénalisés. Ce sont les meilleurs, les meilleurs qui se retrouvent donc pénalisés. Pourquoi? Parce que dans une classe où la majorité peut-être a des difficultés, que les quelques-uns qui arrivent à suivre sont un peu mis de côté par les enseignants. En tout cas, c'est le retour qu'on a parfois des élèves. Ah, toi, tu n'as pas la parole parce que tu sais déjà. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à décourager les élèves qui ont la capacité de réussir? Alors non, évidemment, à travers mes propos, vous le sentez bien, je ne cherche ni à décourager les élèves, ni à décourager les enseignants. Effectivement, nos classes sont multiples et nos classes sont hétérogènes. Comment tirer profit d'un élève qui sait, tout en ne négligeant pas les élèves qui ne savent pas? Bien, pour moi, j'ai une réponse un peu évidente. Servons-nous des élèves qui savent. Un élève qui sait lire peut effectivement lire une histoire à des élèves qui ne savent pas lire. Mais est-ce que c'est Poser leur des questions rôle? de compréhension. Est-ce que c'est leur rôle d'apprendre aux autres? Ils sont là aussi eux-mêmes pour apprendre. Mais oui, parce que quand vous lisez, vous apprenez, vous comprenez, expliquer aux autres vous permet de comprendre que vous avez compris, et donc ça enclenche aussi une dynamique de réussite, de progrès et d'évolution, Pourquoi bien ne plus évidemment. refaire des classes de niveau comme avant? Mais nous avons des classes de niveau. Pas partout. Si, Dans tous si, les bien établissements, sûr, on les appelle groupes de besoins parce que effectivement, socialement, nous avons des difficultés, nous, dans l'éducation nationale, à dire que ce sont des groupes de niveau. Mais quand les groupes sont constitués d'après des évaluations qui mesurent bien des niveaux, nous faisons travailler les élèves en groupe de niveau. Après, c'est quelle hétérogénéité dans ces groupes de niveau? Si vous prenez des élèves qui ne savent pas parler un mot de français et vous les mettez ensemble, il y a peu de chances et aucun intérêt d'ailleurs à les mettre ensemble, mais il y a peu de chances qu'ils apprennent le français. Donc oui, mettons quelques élèves qui ont un niveau bien supérieur avec des élèves à des moments donnés qui ont des niveaux plus faibles, de façon à tirer vers la réussite des élèves plus faibles, mais aussi reconnaître aux élèves qui sont plus avancés les connaissances qui sont les leurs. selon le syndicat SNUPP, nous faisons face à une scolarisation de masse et c'est notamment dû à l'immigration clandestine. Va-t-on continuer à... l'école, effectivement, elle est pour tout le monde, mais pourquoi ne pas trouver peut-être un système de collaboration, peut-être avec les Comores, pour pouvoir envoyer des enseignants là-bas et enseigner les élèves, les enfants là-bas, pour qu'ils restent là-bas? Alors je vous répondrai deux choses. La première, c'est je suis un fonctionnaire d'État, donc je fonctionne et je fonctionne pas sur mon libre arbitre ou sur les pensées que je peux avoir, mais sur des textes et qui sont des textes réglementaires. Mais le Euh, rectorat peut proposer ce genre de ah bah, projet. évidemment, et il y a aussi des projets qui sont, enfin, qui lient des lycées de ce département avec des lycées des Comores. Mais encore une fois, la devise de la République, c'est l'égalité. On a la liberté, on a la fraternité, mais on a l'égalité. L'égalité, c'est tous à l'école pour réussir son avenir. Merci beaucoup, Thierry de Noël. Je rappelle que vous êtes inspecteur académique. Merci.